En franchissant la rivière Benoué, nous pénétrons du même coup sur le territoire du sultan de Rebouba. Il y a quelques jours, nous lui avons annoncé notre arrivée au moyen du téléphone de la région, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une estafette qui a franchi allègrement 70 km en une nuit pour aller porter notre message au maître absolu de ces lieux. Le résultat de cette démarche, vous le voyez, il est là sous vos yeux, des chevaux et une équipe de porteurs pour acheminer notre matériel dans une région dont le fleuve interdit l'accès à notre jeep. Tous ces hommes sont responsables de notre vie et de notre sécurité devant leur Seigneur. Le moindre des accidents qui pourraient nous arriver leur vaudrait les plus graves ennuis. La piste n'a pas été longue entre la rivière et la capitale du sultan. Une dizaine de kilomètres à peine, sous un soleil implacable et par une température de 40 degrés environ. Ces esclaves qui sortent du palais de leur seigneur tout-puissant, quelques-unes des 280 femmes du harem qui traversent la place de Rebouba et qui s'en vont puiser l'eau du marais avoisinant, semblent sortir d'un autre siècle. L'hospitalité africaine, d'une façon générale, n'est pas un vain mot. À Rebouba, elle atteint les sommets du genre. L'hôte, surtout s'il est blanc, est considéré comme une sorte de seigneur et traité comme tel. Il est pris en charge dès son arrivée et les dogaris, c'est-à-dire les gardes affectés à son service, ne le quittent pas d'une semelle durant toute la période de son séjour sur le territoire du sultanat. En attendant d'en faire l'expérience concrète, nous traversons Rebouba au pas de nos chevaux et de nos porteurs en direction de la case qui nous a été réservée. La population nous contemple avec intérêt et bienveillance. Ces Noirs commencent à apporter vivres et cadeaux dans la case qui nous est affectée. Ils seront suivis d'ailleurs très bientôt d'esclaves presque nus qui déposeront à nos pieds des jarres remplies d'eau fraîche dans lesquelles, avec un peu de bonne volonté, nous pourrons prendre un bain. Mais la grande hospitalité africaine à laquelle je rendais hommage tout à l'heure revêt une forme que nous n'avions pas prévue. On s'occupe tellement de nos personnes qu'en fait nous sommes tout bonnement prisonniers à l'intérieur de notre case. Chaque fois que nous manifestons le désir d'en sortir, nous sommes arrêtés par un énorme noir au sourire qui joint les deux oreilles, qui nous fait comprendre avec une grande amabilité mais aussi avec une grande fermeté que le moment n'est point encore venu de satisfaire notre curiosité. Conciliants de nature, nous nous rendons à des arguments qui nous paraissent de poids et nous attendons patiemment à l'ombre d'un toit de chaume et de parois de pisé, assis sur un lit de bambou, à l'élasticité relative, l'instant de l'audience que nous avons demandé au sultan de Rebouba. À 16 heures l'après-midi, le sultan accepte de nous recevoir dans son palais. Escortés par un garde, nous pénétrons dans la salle du trône de Sa Majesté. Ses sujets n'ont pas le droit de le regarder car il est assimilé à une divinité religieuse. Mieux, ils ne peuvent adopter qu'une seule position en sa présence, la position couchée, à plat ventre, en signe de respect. Et voici le lamido. J'emploie pour la première fois le terme exact. En effet, dans le nord du Cameroun, un sultan, un chef musulman, s'appelle lamido. Au pluriel, l'ami-B. Eh bien, le lamido de Rebouba, le baba, comme l'appellent ses sujets, règne de façon absolue sur un territoire vaste comme la Belgique et peuplé de 60 000 âmes. La dynastie des sultans de Rebouba remonte à 1804. L'ancêtre du lamido actuel, avec une armée composée de cavaliers, conquis avec ses guerriers foulbés, c'est-à-dire des musulmans, un territoire de belle importance dont il chassa les habitants païens, les Kirdis, qui se réfugièrent dans les montagnes. Il fit de Rebouba sa capitale et les dynasties se succédèrent avec passablement d'assassinats, qu'on pourrait qualifier de politiques, et 2 ou 3 pages d'histoire dont les plus importantes et les plus tragiques se situent à l'époque de la colonisation. Durant l'audience que le lamido nous accorda, aucun son ne sortit de sa bouche. Seule la mélopée du griot couché à ses pieds, qui chante ses mérites, viendra troubler le silence de la salle du trône.
extraordinairement beau du Cameroun du Nord, sous un ciel dépourvu d'impureté, en bordure d'une savane jaune pâle brûlée par le soleil, au pied de murailles de boue séchées, d'un rouge qui éclate entre le ciel et la terre. Et il faut véritablement se pincer pour avoir la certitude qu'on ne vit pas un rêve, que ces personnages qui s'agitent là devant nous sont bien de notre époque, de 1962, qu'ils ne sortent pas d'un livre d'histoire sur la vieille Afrique, du monde de Stanley ou de Livingstone. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont en fait plus que les sujets du Lamido. Ils sont ses esclaves. Tout ce qu'ils cultivent, tout ce qu'ils fabriquent, ils le doivent à leur seigneur, qui distribue de la manière qui lui plaît cet impôt total. La peine que se donne le Fulbe pour telle ou telle tâche, c'est pour le baba. Les joies qu'il reçoit proviennent du baba. Tout dans la vie de ce peuple est conditionné par le Seigneur, qui, soit dit en passant, est fort bon et pas le moins du monde dépourvu d'intelligence. Certes, comme tous les potentats, il manifeste à l'occasion quelques menus caprices, mais c'est là bien peu de choses si l'on considère qu'il n'a qu'à lever le petit doigt pour que ses moindres désirs soient immédiatement exécutés. Ainsi, lorsqu'il s'ennuie, il envoie quelques centaines de ses esclaves pour capturer quelques hippopotames dans la rivière voisine, simplement pour jouir du plaisir de les voir s'ébattre dans un enclos et manager dans son palais. L'opération, évidemment, n'est pas dépourvue de danger, car l'hippopotame n'est pas ce qu'on appelle un animal docile, et la capture se solde assez régulièrement par une demi-douzaine de morts. Autre anecdote, le Lamido possède en guise de parc motorisé 2 camions et une Jeep, que vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, que ses esclaves portent à bout de bras lorsque des obstacles surgissent sur les pistes. Les camions sont affectés à quelques menus travaux et quelques menus transports, bien sûr, mais leur véritable utilité se manifeste au cours des voyages du sultan. En effet, il faut savoir que ce dernier, lorsqu'il sort de son territoire, est obligé d'emprunter celui d'un Lamido voisin, avec lequel il n'est pas particulièrement en bons termes. Disons même le mot, il se déteste cordialement. Alors, pour ne point fouler le sol d'un ennemi, notre baba emporte avec lui 2 camions de terre, sa terre, que ses esclaves répandent devant lui au cours de son voyage. De la sorte, notre Lamido ne foule pas le sol impur d'un ennemi. Il reste chez lui, même en voyage, puisqu'il continue de marcher sur sa terre. Eh bien, la fête est finie. Les danseurs en sueur s'en retournent chez eux, suivis de cette incroyable cavalerie que vous allez bientôt voir, la voici. Cette cavalerie orgueil du Lamido, cette cavalerie où l'homme est revêtu d'une cotte de maille, coiffé d'un aume et où la bête est caparaçonnée comme à la plus belle époque des chevaliers. À l'âge de la fusée spéciale, dans une Afrique où les États entrent les uns après les autres à l'ONU, le sultanat de Rebouba reste ce qu'il était il y a des centaines et des centaines d'années, c'est-à-dire un morceau de Moyen-Âge.